Célia, on va parler avec toi de la RATP et de la façon dont elle gère les faits de violences sexistes et sexuelles et de discrimination. Tu as enquêté et ce n'est pas toujours très bien géré. Oui, Valentine, on a récolté 7 témoignages de femmes qui ont dénoncé des faits de violences sexistes ou sexuelles ou des faits de discrimination. Toutes déplorent une gestion trop approximative ou trop lente de leurs alertes par la RATP. Avec Yumni Kezouf, on a rencontré Fatma. Elle est conductrice de bus. Elle est élue force ouvrière des salariés au conseil d'administration de la RATP et elle raconte avoir subi une agression en 2018 par un de ses supérieurs après un différend. On était dans son bureau aussi, la porte fermée, et il m'a pris d'un seul coup dans ses bras sans me demander mon avis. Et il m'a serré fort et j'ai été obligée de me courber pour qu'il ne sente pas ma poitrine, etc. J'ai senti qu'il avait pris mon corps et qu'il voulait le plaquer contre lui. Ce n'est pas la seule fois qu'elle sera confrontée à un comportement déplacé de ce chef. Il avait son casque dans la main gauche, il avait ses gants de moto dans la main droite. Et il a pris ses gants, il s'est mis, il a avancé son bassin en avant, il a attrapé le tout au niveau de son sexe. Et il a secoué le tout et il m'a dit « Ah, c'est qui a la plus grosse? C'est qui a la plus grosse ?» Je lui ai dit « Arrête d'être vulgaire. » Et il me dit « Ah, ça va, ne fais pas comme si t'en avais jamais vu. » Et de là, voilà quoi, ça m'a coupé et j'ai plus rien dit et je suis partie. Traumatisée, je me suis dit mais ça va trop loin. En fait, il commence par me proposer un câlin, après il me fait un câlin, après il me parle comme ça devant tout le monde. J'avais les larmes aux yeux. La RATP ne lance pas d'enquête, mais Fatma demande une confrontation. Il a tout reconnu. Devant le directeur, oui, il avait l'air navré, mais il m'a dit qu'il pensait pas que ça allait me froisser. C'était suffisant pour vous? Des excuses? Non, parce que j'avais l'impression que c'était pas sincère, c'était juste parce que voilà, c'était devant le directeur. Fatma dépose plainte, la RATP finit par sanctionner ce chef, mais n'en informe pas Fatma, contrairement à la règle. Il m'a dit qu'il avait eu 5 jours de mise à pied suite à la confrontation. Vous l'avez su quand, ça? Lundi. Donc il y a 3 jours? Oui, il y a 3 jours. Je l'ai su lundi et... Vous souriez parce que vous êtes soulagée? Oui, je suis soulagée et aussi que c'est pas normal que je le sache que maintenant, quoi. Donc voilà. Mais c'est sûr que ça fait du bien de l'entendre. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Je peux enfin passer à autre chose. Alors, ce n'est pas tout. Fatma tombe aussi enceinte 2 fois et à chaque fois, sa grossesse va poser problème. Tout ce qui me donnait à faire, en fait, je le faisais parce que je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était normal de venir à 4h30 du matin, à moins 6 degrés, allumer les bus qui sont garés à l'extérieur, le chauffage de tous les bus. Pour que les machinistes, quand ils arrivent, ils soient au chaud et que leur bus soit démarré, tellement il faisait froid. Et moi, j'étais obligée de retourner au dépôt de temps en temps pour me réchauffer, tellement j'avais froid. En sachant qu'il y avait du verglas par terre et que j'étais enceinte et je faisais que de monter et descendre. Pour moi, c'était normal, donc je le faisais normal. Rebelote lors de sa seconde grossesse. C'était la canicule, je crois. Il faisait plus de 40 degrés. Là, la mission du jour, quand j'y suis allée, c'était de monter dans une rame, dans un tramway, faire un arrêt, descendre. Remonter dans le prochain, faire un arrêt, descendre. Monter dans le prochain, faire un arrêt, descendre. Et puis c'était ça toute la journée. Ça vous a épuisé? Ça m'a épuisé avec la chaleur, j'en pouvais plus. Le médecin du travail préconise alors un poste moins physique, mais selon elle, la RATP n'en tient pas compte. Je suis allée voir le médecin du travail, il m'a fait un tas de restrictions où il a demandé à avoir un poste tertiaire. Quand je suis venue apporter ça à la RH, c'était une femme. Elle me l'a limite jeté à la figure et elle m'a dit « Moi, j'ai rien pour vous, retournez voir le médecin du travail ». Alors, on s'est renseigné, l'employeur a obligation de suivre l'avis du médecin du travail lorsqu'il demande un aménagement de poste. Et on a aussi consulté un document interne à la RATP qui va lui un peu plus loin. Dans les instructions générales que la direction envoie à ses employés, il est écrit que les femmes enceintes exerçant un métier de sécurité comme Fatma sont affectées à un autre emploi dès la déclaration de leur état, sans obligation de consulter le médecin du travail. Fatma pouvait aussi demander, sur avis du médecin, un aménagement de ses conditions de travail. Alors, nous avons contacté la RATP ce matin au sujet des situations qu'a vécu Fatma et ils nous ont rappelé le contenu de ce document, mais ils n'ont pas pu s'exprimer sur ce cas précis. Et dans la même veine, on a récolté d'autres témoignages et encore plus grave, c'est celui de Dilia Goloko. Dilia est une ancienne conductrice de bus à la RATP.
On l'a rencontrée chez elle, en banlieue parisienne. Le 8 décembre 2018, elle conduit pour la première fois seule après sa formation. J'ai eu aucun problème, j'ai fait ma prise de service en heure, j'ai terminé mon service à l'heure. C'était une très très bonne première journée pour moi. 3 jours plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle a appelé pour lui annoncer que j'étais enceinte d'une grossesse gémellaire, qu'elle était datée déjà de plus de 3 mois et que je ne le savais pas. Donc mon médecin m'avait mise en arrêt maladie parce que le poste de conductrice de bus n'était pas du tout compatible avec la conduite. J'étais vraiment sereine, mon manager m'a vraiment rassurée, donc j'avais vraiment aucune inquiétude sur ma grossesse, sur le fait que j'étais en arrêt maladie à ce moment-là, aucun. Pourtant, 2 semaines plus tard, voici le courrier qu'elle reçoit. La RATP lui annonce lancer une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et parle d'un accident corporel, ce qui signifie en droit qu'au moins une personne a été blessée ou tuée. Celui-ci m'annonce par téléphone que je suis licenciée parce que j'ai écrasé un cycliste le 8 décembre, jour où j'ai roulé seule. Non, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui je suis licenciée parce que j'ai écrasé quelqu'un, j'ai peut-être tué quelqu'un et je ne suis pas au courant, la police n'est pas venue m'arrêter. Sur les lieux de l'accident, si mes supérieurs me suivaient, pourquoi ils ne m'ont pas arrêté, pourquoi ils n'ont pas appelé la police, ils n'ont pas appelé les pompiers, vous me laissez finir mon service à 20h30, je rentre chez moi comme si de rien n'était, et puis là aujourd'hui vous m'annoncez que j'ai écrasé quelqu'un, ça tient pas la route quoi. Vous n'avez aucun souvenir de cet accident n'a pas eu lieu? Je ne peux pas avoir le souvenir de quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir le souvenir d'un accident qui n'a pas eu lieu. Dans un procès verbal que nous avons pu consulter, le manager dont parle Dilia, qui était censé avoir été témoin de l'accident, botte en touche à la question des policiers. « J'ai vu le cycliste tomber », dit-il, mais il ne sait pas comment. Il ajoute que celui-ci n'avait pas l'air blessé et ne souhaitait pas contacter les secours. Il ne faut pas avoir un bac+5 pour comprendre qu'une personne qui est accusée d'un accident corporel et il n'y a aucune preuve qui l'atteste, ça veut juste dire que tout a été inventé. C'est un dossier qui est vraiment monté de toutes pièces de la part de la RATP pour m'évincer de leur rang, tout simplement. Alors, on a contacté la RATP sur le cas de Dilia également, puisqu'une interview filmée n'était pas possible, on l'a faite au téléphone, et la RATP affirme ne pas avoir d'informations sur le cas précis de Dilia à ce moment-là. Vous comprenez que la question qui se pose, c'est est-ce que cet accident a été inventé dans le but de licencier Madame Goloko parce qu'elle était enceinte, parce qu'elle ne pouvait plus conduire de bus et que du coup elle était devenue inutile à l'entreprise. Là honnêtement on peut pas vous répondre, moi ça me paraît franchement moi ça me paraît très gros, mais écoutez on va regarder. Je peux pas vous confirmer ni affirmer. Je peux vous dire, c'est que la loi protège les femmes qui déclarent leur grossesse et que la RATP se conforme systématiquement aux lois. Alors, quelques heures après cet entretien, dans un mail, la RATP a insisté sur le fait qu'elle dément formellement les accusations de Dilia. Selon Dilia, c'est cette procédure qui provoque sa fausse couche. J'étais trop stressée pour l'état dans lequel je me trouvais et j'ai été amenée à perdre mes enfants à presque 5 mois de grossesse. Mon gynécologue l'a attesté, il n'y avait aucun risque de fausse couche tardive. Aucun. C'est-à-dire que le stress que la RATP m'a engendré, l'angoisse que la RATP m'a engendré a fait que... En tout cas, a joué sur le fait que j'ai perdu mes enfants. La RATP fait alors machine arrière. Dans un courrier, elle écrit « Au regard des éléments portés à notre connaissance, nous informant d'une situation particulièrement douloureuse pour vous, nous avons décidé de ne pas donner suite à la procédure que nous avions engagée. » Ça veut dire que la perte de mes enfants a causé ma réintégration, comme l'annonce de ma grossesse a causé mon licenciement. Mentir sur un dossier, sur des faits, sur un accident qui ont jamais eu lieu, je trouve ça juste ignoble. Je trouve ça ignoble et très petit de la part de la RATP. Aujourd'hui, Dilia poursuit la RATP au prud'homme pour harcèlement et discrimination. J'attends juste que justice soit faite. J'attends juste que la RATP soit coupable de ce licenciement abusif que j'ai subi. Je veux juste qu'ils soient condamnés pour le mal qu'ils m'ont fait. Pour mon honneur et pour l'honneur de mes enfants surtout. Pour que je puisse tourner la page et avancer un petit peu dans ma vie. Alors,
Alors, dans l'entreprise, les femmes qui dénoncent ce type de discrimination ou de violence sont parfois soutenues par des représentants syndicaux. C'est notamment le cas d'Ahmed Berral. Il est syndicaliste CGT et référent harcèlement à la RATP. Ahmed passait en conseil de discipline début mai à Paris. Un rassemblement de soutien était organisé par la CGT. Et pour Ahmed, c'est son engagement qui lui vaut cette procédure. C'est pas Ahmed qu'on attaque réellement. On attaque toutes les femmes qui ont osé parler, dénoncer le harcèlement sexuel dans cette entreprise. Et que la femme n'est pas le boulet de l'entreprise. Il a croisé de nombreux soutiens. Mais je savais que t'allais venir, ça va? Allez, RATP, c'est pas bon de dénoncer les agressions sexuelles. Je me bats pour les femmes et je passe au conseil de discipline. La prochaine fois, je balance plus rien. Les députés Mathilde Panot et Éric Coquerel étaient également présents. Quelques jours avant ce rassemblement, on a rendu visite à Ahmed Berral dans son bureau syndical, dans les locaux de la RATP au nord de Paris. Il nous a raconté en quoi consiste son rôle de référent harcèlement. Et moi, mon rôle, c'est d'alerter. Et j'alerte. Et quand j'alerte, aujourd'hui, on veut m'attaquer. Mais aujourd'hui, est-ce que beaucoup de femmes osent aller parler? Il y a comme une pression. On voit qu'est-ce qu'on fait à moi quand je dénonce des faits. Imaginez-vous une femme aujourd'hui qui se dit si je dénonce un fait d'harcèlement sexuel, qu'est-ce que je risque? La porte ou un acharnement de ma direction pour détourner la chose et m'accuser d'harcèlement moral envers un chef? C'est pour ça que les gens ont peur. En juin 2019, Ahmed reçoit une alerte d'une employée de la RATP. La personne m'appelle par téléphone pour me dire voilà Ahmed, moi j'ai eu un souci, j'ai été agressé sexuellement et je lui me définir les faits, comme quoi dans sa voiture, quelqu'un essaie de lui toucher les seins et l'embrasser de force. De là, elle va déposer plainte. Elle m'envoie tout ça sur ma boîte mail RATP avec une alerte. Moi, de cette alerte, je suis automatiquement obligé d'alerter la direction et mon président de la SCCT. J'alerte la direction. La direction dit qu'elle va s'en charger, elle va faire une enquête. De là, pour moi, il va découler une enquête. Et là, je reçois un courrier de Simon et Simon. Pour moi, ce cabinet-là faisait une enquête sur le fait d'agression sexuelle. Quand je vais dans ce cabinet-là, je vois que non, c'est faux. Aux premières questions, on me dit est-ce que j'aurais pas harcelé moralement ce chef qui a accusé d'harcèlement sexuel? Je dis attendez, il y a une erreur. Lors d'un entretien préalable, la RATP a détaillé à Ahmed les faits qui lui sont reprochés, notamment d'avoir demandé à ses collègues de ne pas serrer la main ou de ne pas parler au cadre en question, ce qu'il reconnaît mais ne considère pas comme du harcèlement moral. C'est ça l'effet d'harcèlement moral. Je veux dire, c'est lamentable et je trouve que c'est petit. On lui reproche aussi d'avoir transmis la fameuse main courante à certains membres de la direction. On me reproche d'avoir envoyé la main courante à 2 membres de la direction. 2 membres de la direction, c'est quand même... c'est un peu osé. C'est comme il y a un organigramme où nous, on définit les membres de la direction qui sont là. C'est ces membres de la direction nous devons appeler. Ils font partie de la direction. Ils sont formés pour recevoir des alertes et les prévenir que dans votre équipe, il y a potentiellement une personne qui est accusée d'agression sexuelle. Il faut faire attention. Je n'ai pas envoyé un mail où dire « il est coupable ». Non, je vous informe qu'il y a un problème d'agression sexuelle. Vous faites partie de votre hiérarchie, vous faites en sorte de gérer le problème. Et là, on me dit que ces gens-là ne sont pas formés. Mais c'est des membres de votre staff. Pour lui, c'est une stratégie de la RATP pour le faire taire. Quand je gagne déjà... Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même gagné 2 prud'hommes contre eux. Et là, j'en ai un 3e en cours, plus un 4e. Il y en a 2 en cours. Je veux dire que... En tout cas, eux, ils m'aiment pas, ça c'est sûr. Ils n'aiment pas ma façon de faire, ils n'aiment pas ma façon de parler. C'est comme la direction générale qui vont en finir avec moi parce qu'il y a quand même une grosse échéance en 2023, l'ouverture à la concurrence. Il faut faire fermer la tête, couper la tête qui dépasse pour faire passer la pilule pour 2024. Alors, après son conseil de discipline, la RATP a demandé la révocation, c'est-à-dire le licenciement d'Ahmed Berral. Il sera fixé au début du mois de juin, donc dans les jours qui viennent. Frédéric Potier de la RATP réfute les accusations portées par Ahmed Berral. Je crois qu'on peut nous réfuter très fermement l'idée selon laquelle on serait amené à engager des procédures disciplinaires parce que quelqu'un aurait dénoncé ou signalé des faits. Parce qu'en plus, on est dans un contexte préélectoral lié aux élections professionnelles en fin d'année entre les différents syndicats. Et donc, vous imaginez bien qu'une affaire comme ça... bien voilà, je ne vais pas détailler plus que ça, mais il faut avoir en tête ce contexte préélectoral qui peut amener certaines personnes à... voilà.
On a demandé ce qui avait été fait concernant le cadre accusé d'agression sexuelle. Ce que j'ai comme info là-dessus, c'est que la présumée victime, on va l'appeler comme ça, et le présumé harceleur ont été entendus dans le cadre d'une enquête interne. En raison de versions différentes et d'absence de témoins ou de preuves, il n'était pas possible de savoir ce qui s'était réellement passé. Alors, depuis que Muriel Dubois, qui est référente harcèlement au niveau du groupe de la RATP, a été mandatée en tant que référente, donc en mars 2019, la RATP a été alertée 46 fois pour des présomptions d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Elle a diligenté 36 enquêtes qui ont abouti à 18 sanctions. Donc, si on fait le compte, il y a 10 alertes qui n'ont pas été traitées par la RATP. Merci Célia. La suite de ton enquête donc, est à lire sur Mediapart. Si vous êtes abonné, bien sûr, et si vous le pouvez, faites-le.